Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles toujours à nos briefings. Donc, on est très heureux de vous retrouver pour cet avant-dernier briefing de l'année 2022, puisque le dernier sera lundi prochain. Donc, on compte sur votre fidélité jusqu'à lundi. Et ensuite, tout le monde pourra profiter de vacances bien méritées. Bien entendu, s'il y a un événement d'une telle importance qu'on ne puisse pas faire autrement que réunir un briefing, on le fera, bien entendu. On va commencer aujourd'hui, pour changer, par Igor, qui a une actualité particulièrement riche. Et ensuite, on continuera avec Arnaud, qui a peut-être un petit peu moins, mais d'une qualité rare, comme d'habitude. Igor, on t'écoute. Gilles, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par une nouvelle en provenance de Bruxelles, puisque un envoyé spécial pour les sanctions a été nommé à Bruxelles en la personne de M. David O'Sullivan, qui est un ancien ambassadeur de l'Union européenne aux États-Unis et qui, au moment de sa nomination hier, donc à ce poste d'envoyé spécial pour les sanctions, de commissaire européen aux sanctions, occupait la fonction de directeur de l'Institut des affaires internationales et européennes, qui est en fait un think tank dont il avait la tête. Son mandat consistera principalement à s'assurer de la mise en œuvre et du respect des sanctions de l'Union européenne avec, on l'a cru le comprendre, un focus particulier sur la Turquie. Je vous avais parlé lundi de la réunion qui est organisée à Paris en soutien donc, à l'Ukraine. C'est donc un double événement avec une partie d'abord internationale en matinée et une partie franco-ukrainienne l'après-midi. L'événement s'est bien tenu, évidemment. Le matin, on a donc eu la partie internationale avec 46 pays et 24 organisations internationales qui ont pris part à l'événement et des promesses de dons à l'Ukraine qui s'élèvent à 1 milliard d'euros, qui devraient donc servir principalement à financer cet hiver les besoins de l'Ukraine en électricité, en chauffage, en eau et en énergie, plus généralement. L'après-midi, ce sont près de 700 entreprises françaises qui ont participé donc à cette conférence sur la reconstruction du pays. Alors, deux chiffres à retenir. Enfin, en fait, un chiffre, mais qui est deux fois le même, 100 millions. C'est 100 millions d'euros, c'est le nombre de contrats, enfin, le montant total des contrats qui ont été signés par ces entreprises françaises et l'Ukraine, principalement dans le domaine de l'agriculture et du rail. Et toujours 100 millions, c'est la mise de départ qui a été donc attribuée à un fonds bilatéral dédié aux startups qui a donc été créé à cette occasion afin de soutenir ce domaine en Ukraine. Troisième nouvelle, c'est du côté de la Turquie, puisque le président de la Douma, Vyacheslav Volodin, était en visite en Turquie mardi. Il a rencontré son homologue turc, mais également le président Erdogan. Alors, c'est un déplacement qui a été l'occasion pour lui d'annoncer la tenue au premier semestre 2023 d'une conférence internationale eurasiatique réunissant les représentants de la Russie, de la Turquie, de l'Iran, du Pakistan et de la Chine pour discuter de lutte antiterroriste. Alors, c'est assez intéressant parce que Volodin, a priori, ce n'est pas son mandat. La visite qu'il a réalisée en Turquie dépasse largement le cadre de la diplomatie parlementaire, puisqu'il a rencontré son homologue, donc jusque-là, rien d'anormal, mais il a donc eu un entretien en tête-à-tête avec le président Erdogan. Et reste à voir dans quelle mesure ce mandat qui lui a été confié manifestement va se reproduire. Est-ce que Volodin va incarner un nouveau canal entre la Russie et la Turquie? C'est quelque chose qu'on a déjà pu voir dans un autre contexte il y a quelques années, puisque Mme Matvienko, par exemple, pendant la guerre en Syrie, s'était rendue en Arabie Saoudite à quelques reprises et elle avait rencontré des hauts dignitaires saoudiens, ce qui dépassait largement également le cadre de son périmètre. Est-ce que là, on va voir se reproduire cette expérience avec M. Volodin et la Turquie? Ça reste à voir, mais en tout cas, c'est une trajectoire qui est intéressante à suivre, d'autant plus qu'au moment où M. Volodin se posait à Ankara, eh bien, Igor Krasnov, le procureur général de la Fédération de Russie, se posait à Téhéran pour rencontrer là aussi des officiels iraniens. Autre nouvelle, un forum gazier en tout cas, au Turkménistan se sont réunis les présidents turcs, azerbaïdjanais et turkmènes pour discuter de coopération trilatérale dans le domaine du commerce, du transport et de l'énergie. Et c'est notamment avec l'idée de raviver, de réanimer le projet de gazoduc transcaspien entre le Turkménistan et l'Azerbaïdjan, ce qui permettrait d'évacuer du gaz turkmène
vers l'Europe via la Turquie, via le Caucase, via le TANAP en fait, hein, afin d'aider les Européens à se sevrer du gaz russe. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ce projet de gazoduc transcaspien, c'est une vieille lune, en fait, c'est une vieille lune d'administration américaine, puisque l'administration Clinton, en son temps, déjà cherchait des moyens d'évacuer ce gaz turkmène vers le marché européen. Alors, le gaz turkmène, il est intéressant à plus d'un titre, parce que c'est pas un gaz, enfin, c'est pas un pays de l'OPEP. C'est un gaz qui ne dépend pas de la Russie, c'est un gaz qui pourrait donc permettre de rentrer dans le mix énergétique européen et donc, par définition, d'augmenter la sécurité énergétique de l'Europe. Donc, je dis que c'est une vieille lune parce que effectivement, ça fait plus de 30 ans que plusieurs cabinets de consulting et plusieurs experts se cassent la tête pour savoir comment est-ce qu'on pourrait le faire parvenir en Europe, ce gaz. Alors, il y avait l'idée de créer des stations GNL, mais ça coûte horriblement cher. Évidemment, la solution du pipe sur le fond de la mer Caspienne est intéressante, mais va se heurter aux modalités, plutôt aux clauses de la convention sur la mer Caspienne qui a été signée à Aktaou en août 2018. Souvenez-vous, les pays côtiers s'étaient réunis donc au Kazakhstan pour finalement s'entendre, finalement parce que c'est quelque chose qui durait depuis des années, sur les modalités, sur le statut juridique en fait de la mer Caspienne. Et à cette occasion, la Russie, mais pas seulement la Russie, l'Iran également avait pris soin de parsemer le texte de garde-fous afin de s'assurer que justement cette hypothèse d'un pipe transcaspien eh bien, nécessite leur aval et leur consentement pour être construit. Alors les garde-fous, il y en avait au moins un, c'était évidemment l'écologie et la préservation du capital écologique de la mer Caspienne. Mais en tout cas, ça faisait partie des choses qui ne pourront pas se faire sans le feu vert et le consentement et de la Russie et de l'Iran. Alors après l'hypothèse d'une union gazière, Ouzbékistan, Russie et Kazakhstan qui a fait pchit, hein, en quelque sorte pour l'instant, eh bien, on voit une troisième triangle gazier qui essaie de se mettre en place, Turkménistan, Azerbaïdjan et Turquie, mais une fois de plus, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait au moins 30 ans qu'on en parle dans le milieu de ce pipe transcaspien. Encore une nouvelle, les Émirats arabes unis qui ont engagé des discussions avec l'Union économique eurasiatique d'une part et l'Ukraine d'autre part afin de créer une zone de libre-échange. Alors pour les Émiriens, la logique est avant tout celle de la sécurité alimentaire, que ce soit avec l'Ukraine ou que ce soit avec l'Union économique eurasiatique, afin de pouvoir sécuriser des approvisionnements en céréales principalement. Voilà, je vais m'arrêter là et céder la parole à Arnaud pour la... Pour rebondir mollement sur les propos d'Igor, non pas parler des Émirats boisés, mais dire que je regrette fortement que les vieilles lunes, ce soit le transcaspien et non pas les transcaspiers. C'est anti-LGBT, son truc, attention, ça va pas aller, ça. Après ces propos particulièrement intéressants, on va effectivement pouvoir... On va pouvoir passer la parole à Arnaud. Ou alors peut-être, je poserais peut-être bien une question à Igor déjà pour rebondir sur la... Parce qu'on nous pose la question là sur les conférences sur la reconstruction de l'Ukraine. On nous dit, n'est-ce pas paradoxal de penser à la reconstruction alors que la guerre et donc la destruction n'est pas finie. Je pense que ce n'est pas paradoxal, mais que c'est prudent. Enfin, c'est au moins un porteur d'espoir en disant que ça va bientôt finir et donc il faut penser à la reconstruction. Ma question était plus pour les entreprises. Quel est le mode de fonctionnement quand on parle de ces millions qui sont accordés? C'est quoi? Ce sont des crédits aux entreprises qui fourniraient? Enfin, quel est le montage en général de ce genre de choses? Alors, bon, deux choses. D'abord, dans cette conférence, sur le volet donc, franco-ukrainien, là, puisque c'est sur ça que porte ta question, je pense que c'est un moyen aussi pour la France et pour Emmanuel Macron de venir exister un peu plus sur ce dossier et de crédibiliser sa posture qui dénote en Europe, hein, celle de Macron. On a vu quand même ses déclarations ces dernières semaines sur les garanties de sécurité qui devraient être apportées à la Russie dans le cadre du règlement ukrainien, sur le fait qu'il faut maintenir le canal ouvert avec la Russie. Bon, c'est des choses qui dérangent, pour ne pas dire plus, chez certains partenaires européens. Et donc, je pense que pour lui, c'est aussi un moyen de montrer qu'il a plus d'une corde à son arc et que la France est active, pas non seulement sur le positionnement diplomatique, mais aussi sur du concret, sur l'hiver qui arrive, enfin, qui est déjà là en réalité, et sur les besoins de l'Ukraine.
Certains diront, est-ce que c'est un moyen de se créer aussi un levier sur l'Ukraine? Je ne sais pas si ça peut aller jusque-là. 1 milliard, qu'est-ce que ça pèse par rapport au reste? À mon avis, ça ne va pas aller très très loin. Mais cela dit, dans l'hiver qui vient, si ces choses ont lieu, une fois de plus, c'est pas des choses concrètes, il faut voir ce qui reste à la fin. Néanmoins, c'est un moyen d'exister sur le dossier. Alors, ce qui est intéressant, petite parenthèse, manifestement, Israël n'a pas participé à la conférence parce que les Ukrainiens ont refusé la présence d'Israël à la conférence en raison des choses qu'on a pu évoquer déjà ici. Voilà. De ne pas vouloir livrer des armements, de continuer à parler aux Russes, etc. etc. Bon. Sur maintenant les entreprises françaises, comment est-ce que cela va se présenter? Qui va payer? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Je veux dire, l'Ukraine a un déficit budgétaire qui dépasse là sûrement les 100% pour des raisons qu'on peut comprendre. Je pense que oui, et forcément, ça va être soit de l'argent qui a été consenti par des bienfaiteurs, que ce soit la Bird, que ce soit le FMI, que ce soit je ne sais qui, et qui va se retrouver à financer des contrats avec des entreprises françaises. C'est ce que je pressens, mais je n'ai pas d'éléments en vrai de réponse plus concrète. Mais une vraie question pour te pousser un peu plus dans tes retranchements en termes de crédibilité financière, c'est un peu comme le Téléthon, tout ça. Bien, Arnaud. Merci Gilles. Quelques nouvelles économiques pour poursuivre dans cette veine. Le Wall Street Journal qui nous indique que les États-Unis pourraient inclure l'homme d'affaires Vladimir Potanin ainsi que son épouse à leur liste de personnalités sanctionnées, la fameuse liste SDN. En revanche, la société minière Norilsk Nickel devrait être épargnée à ce stade. Rosbank, ex-filiale de la Société Générale, sera vraisemblablement concernée selon la même source. Encore une fois, restons prudents, ce n'est pas confirmé, mais l'annonce pourrait intervenir dans la journée américaine, c'est-à-dire très, très tard ce soir à Moscou. Jusqu'à présent, Vladimir Potanin avait été laissé de côté, entre guillemets, ce qui avait beaucoup intrigué à Moscou. Alors certes, Norilsk fournit des métaux stratégiques, du palladium, du nickel. Donc l'inclusion par les États-Unis dans une liste de sanctions mettrait un terme à cette exception et aurait valeur de signal très fort. Cela intervient alors même que l'Union européenne peine à trouver un consensus sur le 9e paquet de sanctions. Il y a un blocage notamment sur les questions liées aux exportations d'engrais russes. Certains pays, Pologne, Pays-Baltes, estiment que les exemptions discutées, envisagées, sont malvenues. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les États-Unis, finalement, adoptent des sanctions assez inattendues à des moments où les Européens patinent, entre guillemets, sur ces dossiers. In fine, il faut être très clair, ce sont les sanctions américaines qui comptent. Enfin, des nouvelles du rouble qui a sensiblement reculé hier à la bourse de Moscou. Il s'établissait à presque 64 pour $1 en fin de journée. L'euro était à 68 pour la première fois depuis la fin du mois de mai. Paradoxalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Russie, en tout cas pour le budget fédéral russe. L'affaiblissement du rouble permettra d'accroître les recettes tirées des hydrocarbures. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Est-ce que tu penses que l'affaiblissement du rouble, c'est enfin le couronnement de la stratégie russe qui était de l'affaiblir, justement, ou est-ce que ça a d'autres causes? Je pense qu'il y a d'autres causes, la perspective de nouvelles sanctions, l'affaiblissement des cours du pétrole, la reprise également des importations, et une situation qui était tout à fait anormale et sans explication rationnelle finalement. Donc, ce processus se fait par paliers, ça peut aller assez vite, on le voit, et encore une fois, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est plutôt favorable, encore une fois, aux finances publiques de la Russie. Très bien. Alors, on n'a pas beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à en poser. Une question internationale. Le Kosovo, bientôt dans l'Union européenne, bien que personne ne reconnaisse son existence, ou bien coup de com' pour rappeler aux gens ce qui s'y est passé. Alors, le Kosovo, c'est vrai que ça figure toujours dans les descriptions, dans les discussions comme épouvantail ou comme référence
pour justifier ce qui n'est pas forcément toujours justifiable. Donc, est-ce que l'un de vous peut avoir un regard sur cette question? Alors, quelques mots, et puis peut-être qu'Igor complétera. Le Kosovo, donc on parle de 1999, je pense que c'est important. Au-delà de l'interprétation et du jugement que l'on porte sur le discours des uns et des autres, sur le degré de bonne ou de mauvaise foi des uns et des autres, le fait est qu'au printemps 99, l'OTAN est intervenue militairement contre un État sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. On le veuille ou non, c'est comme ça que ça s'est passé. Et si ça s'est passé comme ça, c'est parce que la Russie menaçait d'opposer son veto. Ce qui est aussi indéniable, c'est que ça se passe en 1999, à un moment très particulier de l'histoire politique russe. 99, c'est la toute fin de la période Yeltsin, c'est le moment de la transition, c'est aussi le début de la deuxième guerre de Tchétchénie, et surtout c'est le moment où Vladimir Poutine émerge sur la scène politique. C'est le moment où il prend le pouvoir, et ce dossier du Kosovo a profondément marqué Poutine. De même que la chute de la RDA, la réunification allemande et le sort réservé à ses anciens amis l'a beaucoup marqué. On en trouve trace, en particulier dans le livre qui a été publié au printemps 2000, un livre de com à la première personne, à Tpero Lica, où il revient très longuement sur cette affaire du Kosovo, sur ce que ça veut dire. Et par la suite, depuis 20 ans, donc plus de 20 ans, ça a effectivement alimenté une lecture de la vie internationale. Certains diront un narratif, c'est un peu péjoratif. Finalement, le premier moment, enfin le premier non, parce qu'il y a eu l'Irak un peu plus tôt, en 97-98, des frappes anglo-américaines, mais peut-être le premier moment unilatéral anglo-saxon et au-delà, puisque dans ce coup-là, la France était aussi impliquée, un moment d'unilatéralisme, d'interventionnisme belliciste finalement occidental. Par la suite, les Russes ajoutent à ce narratif l'épisode libyen, etc. etc. Donc les Russes suivent pour différentes raisons, notamment celle-ci, ce qui se passe au Kosovo, en Serbie, et puis il y a aussi évidemment la relation bilatérale russo-serbe qui est plus compliquée qu'on l'entend que ce qu'on entend ici. Ce n'est pas une relation d'alignement, d'alliance. La relation russo-serbe, russo-yougoslave en particulier, a été très complexe, notamment sous Tito, mais le fait est que dans les Balkans aujourd'hui, la Russie a peu d'amis. Elle a les Serbes de Bosnie et M. Vučić, qui est un ami qui a différentes appétences. Il n'y a pas d'alliance russo-serbe, il y a un refus serbe réel de s'aligner sur les sanctions européennes, mais il y a également une volonté serbe de ne pas s'engager dans des aventures qui compromettraient sa candidature à l'Union européenne. Donc, pour en revenir à la question, est-ce que c'est un coup de com'? Non, parce qu'il y a des événements qui se produisent, donc ce n'est pas inventé. Il y a des événements à Mitrovica, qui est le lieu de fracture dans le nord du Kosovo, entre les communautés serbes et albanophones. La Russie, en réalité, est très prudente. Elle comprend deux choses. Elle comprend que, comme en 1999, elle ne peut rien faire pour aider la Serbie. Et elle comprend par ailleurs que la Serbie ne souhaite pas le conflit. Oui, peut-être rajouter pour compléter ce tableau quelques éléments de contexte. Bon, tout d'abord, cette poussée de violence dans le Kosovo, c'est un nouvel épisode en réalité d'une série de poussées de violence depuis plusieurs mois qui sont cycliques, pour parler que depuis plusieurs mois, que systématiquement l'Union européenne a tenté d'intercéder en tant que médiateur et jusqu'à présent, elle est arrivée à, on va dire, à gagner du temps, en tout cas à calmer les choses. Là, manifestement, il y a une nouvelle poussée de violence en tout cas, une poussée de tension assez sérieuse. Il y a un agenda d'adhésion côté serbe, mais on comprend qu'avec le positionnement de Belgrade par rapport à la Russie, à ce qui se passe en Ukraine, évidemment, ça dérange. Il y a le Kosovo qui est reconnu par certains, pas reconnu par d'autres, qui manifestement va progresser sur cette ligne en direction de l'Europe. Je rappelle qu'il y a la Bosnie qui va se voir proposer également officiellement le statut d'État, comment dirais-je, candidat très prochainement. C'est très, très imminent. Et
à un autre niveau, à un autre échelon. La Croatie va rentrer dans la zone euro au 1er janvier. Donc on voit voilà, qu'il y a différents cercles. Mais je pense que tout ça, il y a dans cette nouvelle poussée de tension qu'on voit, il y a évidemment le positionnement de la Serbie qui est en jeu et effectivement le fait que les Européens, me semble-t-il, essaient de tordre un peu le bras aux Serbes pour qu'ils jouent le jeu des sanctions s'ils veulent continuer de progresser sur l'axe qui doit amener une adhésion pleine et entière. Et donc j'ai du mal à déconnecter, on va dire, les deux contextes de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, pour passer des Balkans au Caucase, un autre point qui semble se réchauffer un peu en ce moment, c'est le Haut-Karabakh. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On nous pose la question, est-ce que ça peut atteindre la Russie? Ou est-ce que c'est parce que la Russie est affaiblie qu'on prend des libertés? Quelle est la situation? Alors la situation est inquiétante, même très inquiétante autour du Karabakh. Que se passe-t-il? Eh bien, depuis 72 heures ou 96 heures, eh bien, des activistes écologistes azerbaïdjanais, en tout cas c'est comme ça qu'ils sont présentés, de façon pas forcément crédible d'ailleurs, bloquent le corridor de Lachin, qui est cette route qui relie le territoire du Haut-Karabakh, qui est contrôlé par des Arméniens, et l'Arménie. Donc c'est un couloir très étroit, hein, quelques centaines de mètres, plus ou plus. Au prétexte que eh bien, il y aurait des gisements aurifères qui seraient exploités, que ces militants souhaiteraient avoir un droit de regard là-dessus. En réalité, que se passe-t-il? Eh bien, l'Azerbaïdjan profite effectivement de l'immense vulnérabilité de l'Arménie, du fait que la Russie est très occupée ailleurs et ne peut pas en réalité s'engager dans un vrai bras de fer avec l'Azerbaïdjan, ni d'ailleurs avec la Turquie, puisque derrière il y a la Turquie. Et l'Azerbaïdjan finalement teste encore une fois les limites de la patience russe. Sauf que là, ça va très loin, évidemment, puisque depuis plusieurs jours, il n'y a plus de communication terrestre entre le Karabakh et l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ce qui n'était jamais arrivé depuis 88-89, depuis le début de ce conflit. Donc, situation inédite. Les militaires russes qui sont déployés et qui sont censés assurer la sécurité de ce corridor parlementent, essaient de négocier, mais à un moment, il va falloir prendre des décisions. Est-ce qu'on débloque? Qu'est-ce que ça veut dire débloquer? Ça veut dire que les militaires russes passeraient en force contre ces militants azerbaïdjanais, au risque d'une crise à laquelle la Russie n'a aucun intérêt. C'est vraiment un moment de vérité. Là, on est dans un blocus réel, physique, du Haut-Karabakh, par les Azerbaïdjanais et donc par la Turquie, par alliés interposés. Et on imagine assez peu un pont aérien entre les deux. Alors d'ailleurs, en prolongation de cette question, oui, pardon. Juste deux petits éléments pour rajouter. En fait, on voit que là, c'est un peu l'aboutissement, enfin, c'est un peu le modèle russe de, comment dirais-je, de parrain bienveillant mais désengagé qui est testé, en fait, hein, qui touche ses limites. Lors de la réunion de l'OTSC dont on a parlé ici il y a quelques jours, on voit que l'Arménie n'avait pas signé le document final de cette réunion au prétexte qu'évidemment elle déplorait l'attitude de la Russie qui n'était pas venue à son secours et que à ce titre-là, elle ne pouvait pas donc être solidaire de ce bloc OTSC qui n'avait pas été solidaire d'après les Arméniens évidemment de Yerevan. Donc grosse frustration côté arménien, côté azerbaïdjanais. Effectivement, comme le dit Arnaud, on essaie de tester jusqu'où on peut aller. Est-ce que l'Azerbaïdjan est incité, poussé, soutenu par la Turquie dans cette démarche? J'en sais rien. Elle n'a pas forcément besoin d'ailleurs de la Turquie à ce niveau-là. Mais on en revient finalement à un des aspects de ce conflit. C'est une question de corridor. Est-ouest pour les Turquies avec accès, j'en parlais tout à l'heure, vers la mer Caspienne, le gaz et au-delà l'Asie centrale. Pour la Russie, c'est un enjeu plutôt nord-sud avec un accès vers l'Iran, vers le Golfe, etc. Des projets de logistique qui sont là aussi de vieille lune, mais qui sont très intéressants. Sauf que là, ça se joue à une échelle du corridor de Lachin, qui est un confetti sur le Caucase. Mais sauf que c'est là que c'est un goulet d'étranglement, en fait. Hein. Donc on en est là, alors même que, pour le contexte, on était quand même sur une dynamique d'élaboration d'un accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.
que les choses quand même se faisaient assez rapidement, me semble-t-il, lorsqu'on regarde les 30 dernières années. Sauf que peut-être qu'à travers ce rapport de force, l'Azerbaïdjan essaie d'obtenir plus de la part de l'Arménie, qui est quand même bien seul. Oui, donc, on nous pose la question, malgré les tensions en Arménie, est-il toujours conseillé de voyager en France en passant par Yerevan? La question, je pense pour l'instant, ça ne pose pas de problème, et surtout, le conseil général, c'est quand vous voyagez, allez toujours regarder les conseillers aux voyageurs de notre ambassade de France, enfin, du ministère des Affaires étrangères. Ils sont généralement très conservateurs, et s'il y a le moindre danger, ils ne manqueront pas de vous le dire. Voilà. Question plus diverse. Alors, d'un de nos correspondants que nous saluons pour la qualité de ses travaux sur la Russie, il nous dit: une chercheuse, Tatiana Stavanoia, écrit que la lutte entre personnalités entre guillemets réalistes et partisans de l'escalade en Ukraine a bel et bien commencé au sein du régime. Qu'en pensez-vous? Alors, d'abord, souligner que j'ai la plus grande estime pour Tatiana Stanovaya, qui est membre du conseil scientifique de l'Observatoire et que nous connaissons de très longue date. Personnellement, je ne sais pas ce qui se passe au Kremlin, je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau de Vladimir Poutine, et je doute en réalité qu'on puisse vraiment le savoir, au-delà des personnes directement impliquées. Alors, bon, ce que l'on voit, ce que l'on devine, c'est qu'il y a effectivement d'abord des personnalités différentes, au passé différent, au parcours différent, sensibilités différentes. Ça, c'est une réalité qui n'est pas toujours justement appréciée en Occident. Le régime russe n'est pas un régime monolithique, loin de là. En revanche, jusqu'à présent, sur la question ukrainienne, peu de personnalités on voit au chapitre. Alors l'élément nouveau, quand je dis nouveau, ça date, je dirais, de septembre et des revers militaires russes dans la région de Kharkov en particulier. On voit monter dans la blogosphère nationaliste, entre guillemets, des voix très critiques et potentiellement, peut-être pas dangereuses, mais en tout cas, elles portent parce que ce ne sont pas a priori des opposants à Vladimir Poutine, mais au contraire des gens qui soutiennent l'idée de la guerre en Ukraine, mais qui sont contrariés par ce qu'elles perçoivent comme une forme de modération déplacée du Kremlin dans l'affaire ukrainienne. En d'autres termes, ces gens-là, qui sont nombreux, qui sont influents parce qu'ils sont lus, notamment sur Telegram, estiment que la Russie devrait taper plus fort, entre guillemets, aller plus loin et ne plus se poser des freins, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient diplomatiques ou militaires. Mais ces gens-là ne sont pas au cœur du pouvoir. Ces gens-là sont dans le système médiatique, mais pas dans le système politique, en tout cas jusqu'à présent. Je dis jusqu'à présent, et je le dis avec prudence, parce que quelqu'un comme M. Prigojine fait la jonction en réalité entre ces deux mondes. Donc on a des choses assez mouvantes. Et encore une fois, je pense qu'il faut être très prudent parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, ce qui se dit. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre travail de le savoir très précisément. On essaie de comprendre, mais avec des éléments d'information qui sont par définition ténus. Donc, il y a certainement des discussions, il y a certainement des dissensions. Je pense cependant qu'aujourd'hui, il y a un relatif consensus dans l'élite russe sur le fait que, d'une part, la Russie ne peut pas en rester là, militairement, que les choses vont durer au moins plusieurs mois et surtout que l'affaire ukrainienne revêt un caractère existentiel pour la Russie. Merci de ces éclaircissements. On nous dit Olena Zelenska semble de plus en plus présente médiatiquement ces derniers temps. Ou est-ce une simple impression? Non, c'est pas une impression. Elle était présente à Paris avec le Premier ministre Shmyhal, effectivement, à la réunion dont j'ai parlé. Il me semble qu'elle permet déjà d'élargir le champ de la présence et de la, comment dirais-je, de la communication ukrainienne qui était très souvent portée par Volodymyr Zelensky, on l'a dit ici, qui s'est saisi de tous les différents forats internationaux, rend grand rendez-vous des dirigeants pour plaider la cause de son pays, au risque parfois d'irriter d'ailleurs certains de ses sponsors. Donc,
À ce titre-là, elle peut faire de la présence qui est complémentaire de celle de son époux. Contrairement à Volodymyr Zelensky, elle peut se déplacer en dehors du territoire ukrainien, parce que Zelensky, pour raison de chef de guerre, souhaite rester en Ukraine et pas être déplacé pour des raisons de sécurité aussi probablement. Par conséquent, elle peut se déplacer plus facilement, être présente physiquement et pas en visioconférence, montrer peut-être un autre visage une fois plus complémentaire des dirigeants ukrainiens, apporter une touche un peu différente. Enfin, donc je pense que ça rentre complètement dans la stratégie de communication de Kiev et par conséquent, non, ce n'est pas une impression. Elle est effectivement de plus en plus présente et joue le rôle d'ambassadrice pour son pays et de plaider la cause de son pays. Merci beaucoup. Alors, une question qui est liée à la prestation très remarquée de notre ami Anne Coldefy au dernier brief avec ses conseils de lecture. Et donc, on nous demande, est-ce qu'Anne Coldefy, via ces 2 sociétés d'édition en France et en Russie, pourrait organiser la vente de livres édités en France et qu'elle recommande ici à Moscou? Alors, je pense pour autant que je On lui sache que posera la c'est très question. compliqué. On va lui poser la question, on vous répondra, mais il y a eu des librairies françaises à Moscou, il y a des choses comme ça, mais c'est très compliqué. Ça demandait à chaque fois l'intervention de l'ambassade, de la valise diplomatique, des choses comme ça. Donc notre conseil, c'est plutôt d'aller sur le site des éditeurs ou autres, ou de la FNAC, et d'acheter des livres en édition numérique. Ça me semble beaucoup plus simple et pratique ici. Il y a 2 cas de figure. Il y a les livres en français qui sont publiés par Anne Coldefy, par les éditions de l'Inventaire, et les autres, qui sont effectivement plus difficiles, à mon avis, à acheminer et à vendre, a fortiori en Russie. Alors, une question tout à fait d'actualité. La Russie soutient-elle la France pour la finale à Doha? Et plus généralement, dans votre sentiment de vos rencontres, comment les Russes ont vécu cette Coupe du Monde? Il y a un intérêt ou au contraire un désintérêt total du fait qu'ils n'y participent pas? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Attention, vous mettez les doigts. Je vais passer la parole à Igor. Simplement, très clairement, Dmitri Medvedev est pour l'Argentine. Non, mais comme on l'a dit, on a peut-être la déformation parce qu'on a assisté en 2018 depuis d'ici une énorme Coupe du Monde. Donc, si on veut le comparer, ça brouille tout de suite la grille de lecture. Mais si on veut faire abstraction de ce prisme de 2018, je dirais qu'il n'y a pas un intérêt débordant pour la Coupe du Monde. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti ça. La Russie n'est pas dans les équipes de la Coupe du Monde pour les raisons que l'on sait. Certains disent d'ailleurs à voix basse, mais le disent quand même que c'est peut-être pas plus mal parce que les performances sportives de l'équipe n'étaient pas extrêmement convaincantes. Mais j'ai pas senti non plus comme j'ai dit, un grand débordement. Les gens le regardent, cela dit, parfois commentent, on l'entend dans le bus, dans le métro, on voit sur les écrans de portable les gens qui s'intéressent quand même à la composition de telle ou telle équipe à quelques heures du match. Bon, mais une fois de plus, vous n'avez pas de fan zone. Alors je parle pas pour le Carré France parce que pour le coup, on a une Yann Zone qui est extrêmement performante. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de fan zone. Les bars où traditionnellement on diffuse les matchs ne sont pas bondés aux heures de match. Est-ce que ça va être l'Argentine? Alors, l'Argentine, il faut quand même se souvenir qu'en 2018, les supporters argentins avaient fait très forte impression en Russie. Je me souviens notamment d'images à Saint-Pétersbourg qui étaient extrêmement impressionnantes. Ils avaient débarqué en force. D'ailleurs, on les a vus encore à Doha et surtout on les a plutôt entendus, je dirais, derrière nos écrans de télé parce qu'on voyait les tribunes qui étaient vraiment couleur bleu argentin en quelque sorte et qui chantent et qui sont extrêmement, comment dirais-je, voilà, qui soutiennent à ferveur leur équipe. Donc ça a pu laisser une certaine impression. Voilà, je ferai pas de pronostic sur qui va soutenir qui dimanche à l'heure de la finale, mais voilà, en résumé, il n'y a pas une ferveur débordante pour cette Coupe du Monde. Voilà, nous sommes arrivés au bout des questions. Donc, on va vous donner rendez-vous à lundi. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez un mot? Tenez bon, les amis, et passez une excellente fin de semaine et un très très bon week-end. Voilà, et comme toujours, la CCI France Suisse se tient à vos côtés. À lundi, bon week-end à tous et allez les Bleus.